Nous allons vous présenter un travail que nous avons publié récemment sur la répartition des moyens humains entre les collèges publics. Et au cours de cette présentation, nous nous demanderons donc si les élèves, les professeurs et les personnels des collèges sont équitablement répartis aujourd'hui en France. Alors, la présentation va se dérouler en deux grands moments. On aura d'abord un premier moment où on va vous présenter les chiffres clés sur les collèges et on présentera aussi l'ampleur des inégalités de moyens entre les collèges publics. Vous pourrez donc, vous pouvez même dès maintenant nous poser vos questions et à l'issue de cette première partie, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Ensuite, on aura un deuxième temps, on fera un focus sur quelques académies pour bien se rendre compte de la manière dont les moyens sont répartis au niveau local. On vous présentera aussi des éléments d'explication des écarts de dotation entre les collèges. Et puis, on finira par des pistes de réforme pour une répartition plus juste des moyens. Encore une fois, après ce deuxième temps, on aura l'occasion de répondre à toutes vos questions. Alors, tout d'abord, un premier cadrage, un certain nombre d'éléments de chiffrage sur les collèges publics aujourd'hui. Donc, on a, à la rentrée 2016, 2,5 millions d'élèves qui sont scolarisés dans un collège public. Donc, ça veut dire que les collèges publics scolarisent environ 80% des collégiens français. Et ces 2,5 millions d'élèves, ils sont répartis dans environ 5 000 collèges. Pour être plus exact, c'est 5 295 collèges en 2016. Donc, vous voyez 2,5 millions d'élèves, environ 5 000 collèges. Donc, on a un collège moyen qui représente environ 500 élèves. Bon, ça c'est la moyenne. En fait, on a une très grande hétérogénéité de la taille des collèges publics, puisqu'ils peuvent varier d'environ 100 élèves jusqu'à à peu près 1000 élèves. Et le nombre d'élèves moyens d'élèves par classe, c'est environ 25 aujourd'hui. Si on s'intéresse désormais au personnel qui travaille dans les collèges publics, donc on estime qu'il y a à peu près 290 000 agents publics dans les collèges publics, donc 45 000 ce sont des adjoints techniques employés par les conseils départementaux. Donc si on s'intéresse plus particulièrement aux personnels qui sont rémunérés par l'éducation nationale, on en a 245 000, donc près de 70% sont des enseignants. Donc dans la suite de la note, on va surtout se focaliser sur ces 245 000 personnels rémunérés par l'éducation nationale. Et pour avoir un ordre de grandeur en tête, donc, comme vient de le dire Clément, on a 2,5 millions de collégiens en France, on a 245 000 personnels rémunérés par l'éducation nationale, ce qui fait qu'on a à peu près un ratio de l'ordre de 10 postes de personnel de l'éducation nationale pour 100 élèves. Ça va être le ratio qu'on utilisera par la suite dans cette étude. Si on s'intéresse désormais pourquoi France Stratégie, nous avons analysé et travaillé sur cette note et sur la répartition des moyens entre collèges, c'est tout d'abord que la répartition des élèves et des professeurs est différente. Pour ce qui est des élèves, on sait que sauf dérogation dans l'inscription dans l'enseignement privé, les élèves sont affectés au collège de leur secteur. Si on s'intéresse au personnel de l'éducation nationale, ces personnels, eux, sont affectés à chaque collège par les rectorats en fonction des moyens distribués par le ministère de l'Académie. Ce qui fait qu'on a un phénomène d'allocation à la fois des élèves et à la fois des personnels. Et on peut se poser la question de finalement, est-ce que cette répartition, est-ce que le résultat de ces deux allocations, côté élèves et côté personnel, est équitable? On aurait pu s'intéresser aux élèves qui sont dans les écoles ou dans les lycées. Dans cette étude, on s'est intéressé au collège. Tout d'abord, pour une raison très simple, c'est qu'avec le collège unique, les collèges sont finalement comparables entre eux. Il existe des spécificités de chaque collège, on en tiendra compte le plus possible, mais voilà, les collèges sont comparables entre eux, ce qui fait qu'on va pouvoir faire une analyse quantifiée du phénomène. Et deuxièmement, il existe aussi une politique nationale d'éducation prioritaire. Donc là, pour les collèges, on a à la fois une politique qui vient du national et on a aussi des répartitions qui sont au niveau local, donc ce qui fait un phénomène intéressant à étudier. Donc, plus précisément, dans cette étude, on va regarder les moyens par élève dans les collèges publics. Et plus précisément, c'est les moyens personnels, donc le nombre de personnels enseignants et non enseignants qu'il y a dans les collèges publics, rapporté au nombre d'élèves qui seront scolarisés. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que dans les collèges, les rémunérations des personnels, ça représente à peu près 80% du budget des collèges, ce qui fait qu'en s'intéressant seulement au personnel, on a vraiment une bonne approche des moyens et des dotations dont dispose chaque collège pour réaliser ses missions. Dans cette note, par contre, on ne va pas s'intéresser à la qualité de ces moyens ni aux effets sur les résultats. On s'intéresse vraiment, dans un premier temps, à la dotation, à la répartition des moyens. Et le champ de l'étude, donc quand on va s'intéresser aux inégalités entre collèges, on a
on a réduit le champ de l'étude au collège de plus de 100 élèves afin de ne pas mettre en évidence des écarts trop importants qui seraient dus à des collèges vraiment avec très peu d'élèves. Alors maintenant, on peut passer au constat sur les inégalités de moyens entre les collèges publics. Alors, ce qu'on a essayé de faire dans la note, c'est une approche originale de comparaison entre établissements. On s'est demandé... Non, c'est pas la bonne... Voilà, on va y arriver. Voilà. Donc, on s'est demandé comment varier les moyens entre établissements. On a retenu 2 indicateurs. Le premier, c'est le nombre de postes en équivalent temps plein annualisé pour 100 élèves. On a pris en compte les heures supplémentaires qui sont... il y a beaucoup d'enseignants qui font des heures supplémentaires aujourd'hui dans les collèges. Donc, on a pris en compte ces heures supplémentaires et on les a transformées en postes en équivalent temps plein pour nos comparaisons. Donc ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est la rémunération, la masse salariale brute, y compris les primes, par élève. Et donc, ces calculs peuvent être faits en distinguant 3 types de postes: les enseignants, les assistants d'éducation, qui sont donc les personnels qui réalisent des missions complémentaires à but pédagogique, et les autres personnels, administration, encadrement. Alors, on s'est principalement intéressé au nombre de postes pour 100 élèves, pour une raison simple, c'est que les écarts de nombre de postes expliquent en réalité 90% des écarts de dépenses par élève entre les collèges. Alors, il peut exister des écarts d'âge entre les enseignants, et les écarts d'âge vont faire que les collèges où les enseignants sont plus âgés, eh bien, vont avoir une dépense par élève plus importante. On peut avoir aussi des écarts de grade, c'est-à-dire que certains collèges vont concentrer des agrégés, tandis que d'autres vont concentrer plus de contractuels. Et donc, ça peut aussi faire varier la dépense par élève. Mais ce qu'on a montré dans la note, c'est que finalement, l'effet de l'âge et l'effet du grade ont un impact relativement modéré sur la dépense par élève. Ce qui va faire vraiment varier la dépense par élève d'un collège à l'autre, c'est le nombre de postes pour 100 élèves. Donc, ce qu'on a réalisé dans la note, c'est un classement des collèges, des moins dotés aux plus dotés, et c'est ce que vous allez voir juste maintenant. Donc, une fois ce classement fait, donc on peut voir donc là pour la France métropolitaine, il y a à peu près 5000 collèges en France métropolitaine. On a pu classer, comme vient de le dire Clément, les collèges les moins dotés, donc ils sont à gauche dans ce graphique. Ces 5 représentent les 5% des collèges de France métropolitaine et les moins bien dotés en personnel. Et à droite de ce graphique, ces 95, ce sont finalement les 5% des collèges de France métropolitaine qui sont les plus dotés en personnel. Donc là, on voit que les moins dotés, les 5% des collèges publics, les moins dotés ont moins de 8,4 postes donc de personnel en équivalent temps plein pour 100 élèves. Donc là, c'est une lecture de ce graphique. Si on s'intéresse aux 10% des collèges les moins dotés et les 10% des collèges les plus dotés en France métropolitaine, on voit que les 10% des collèges les moins dotés ont un peu moins de 9 postes pour 100 élèves, alors que les 10% des collèges les plus dotés ont plus de 13 postes pour 100 élèves. Donc on voit qu'on a un écart d'un peu plus de 4 postes pour 100 élèves entre les 10% les moins dotés et les plus dotés. Ça, c'est le premier diagnostic sur finalement l'état des lieux des écarts de moyens entre collèges en France métropolitaine. Ce qu'on peut voir, c'est si on s'intéresse au DOM, donc ça c'est la courbe en bleu clair sur ce même graphique, le graphique se lit de la même façon. Donc là, on observe finalement 2 choses. Tout d'abord, c'est que généralement, donc dans les DOM, il y a à peu près 200 collèges publics. Donc on voit tout d'abord que globalement, il y a plus de personnel pour 100 élèves dans les DOM qu'en France métropolitaine, mais on voit que finalement, les inégalités existent également au sein des collèges des DOM. Donc ça, ce sont les phénomènes qu'on va étudier dans cette note. Alors évidemment, les écarts qu'on met en évidence entre les collèges, ils ne sont pas forcément négatifs, hein. Ils peuvent être aussi le résultat d'une politique publique active de différenciation des moyens. Et la première politique à laquelle on pense, c'est bien sûr la politique d'éducation prioritaire. Depuis à peu près 40 ans maintenant, certains établissements qui sont identifiés comme rencontrant des difficultés sociales particulières font l'objet d'une politique spécifique qu'on appelle éducation prioritaire. Et à ce titre, ils vont recevoir un certain nombre de moyens supplémentaires. Alors, la dernière réforme d'ampleur de l'éducation prioritaire, c'est 2014.
Donc c'est une réforme qui a eu lieu avant les graphes que Nicolas vient de vous présenter. Et depuis 2014, finalement, l'éducation prioritaire repose sur 3 piliers. D'abord un système de primes et de décharge d'heures de classe pour les personnels enseignants. Ensuite, l'inscription du collège dans un réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire qu'on a une coordination entre les écoles et le collège. Et puis, un troisième pilier qui nous intéresse plus particulièrement ici, c'est une dotation supplémentaire en poste d'encadrement, d'enseignement et de formation, et puis aussi des moyens supplémentaires pour la formation. Alors aujourd'hui, on a environ 1 millier de collèges en éducation prioritaire. On a 336 REP+, donc c'est l'éducation prioritaire renforcée, qui reçoit des moyens encore plus supplémentaires, et puis 718 collèges REP. Donc vous voyez, on a en gros 1 millier de collèges en éducation prioritaire, ça représente globalement 20% du nombre des collèges publics en France, et on s'attendrait théoriquement à ce que ces 1000 collèges soient les 1000 collèges les plus dotés au niveau national. Alors, quand on regarde maintenant les données, la réalité s'écarte assez massivement de cette dotation théorique, puisque là, vous voyez sur ce graphique les collèges de France métropolitaine qui sont classés des moins dotés aux plus dotés. On a séparé les collèges publics en 20 groupes, et vous voyez, donc chaque barre représente 5% des collèges, à gauche les moins dotés, à droite les plus dotés. Alors théoriquement, les REP+, devraient être tous dans la barre de droite, puisque les REP+, représentent 7% des collèges, et ils devraient être tous la totalité des collèges les mieux dotés devraient être des REP+. Or, ce n'est pas le cas. Vous voyez que finalement, dans les 5% des collèges les plus dotés, on n'a que la moitié de collèges qui sont des collèges REP+, et on a environ un tiers qui sont des collèges hors éducation prioritaire. Maintenant, si on s'intéresse aux 20% des collèges les mieux dotés, hein, c'est 1000 établissements, donc c'est les 4 barres de droite, on se rend compte que finalement, le hors éducation prioritaire représente 50% des établissements les plus dotés. Et enfin, un dernier constat, c'est sur la catégorie des collèges en REP, qui est ici signifiée par la couleur bleu clair. Vous voyez que c'est une catégorie qu'on retrouve dans les catégories les moins dotées et dans les catégories les plus dotées. C'est-à-dire que c'est une catégorie très, très hétérogène. Certes, en moyenne, les REP vont être un peu plus dotés que les collèges hors éducation prioritaire, mais on a une majorité de REP qui sont moyennement dotés. Donc, avant de faire le premier temps pour prendre les premières questions, donc si on fait les conclusions intermédiaires de cette étude pour le moment, donc on voit tout d'abord qu'il y a des écarts importants en nombre de postes par collégien, à la fois au sein des collèges des DOM et aussi au sein des collèges de métropole. Donc là, on a vu que entre les 10% les moins bien notés et les 10% des collèges les mieux dotés, on a un écart de postes d'environ de 4 postes pour 100 élèves. Ça, c'est le premier constat qu'on a pu mettre en évidence. Le deuxième constat, qui vient d'être mis en évidence par Clément sur les graphiques précédents, c'est que finalement, le dispositif d'éducation prioritaire, dispositif qui vise entre autres à mettre plus de moyens pour les collèges qui en ont besoin, ce dispositif d'éducation prioritaire n'explique pas tout. On voit qu'en gros, il y a quand même plus de moyens qui sont mis dans les collèges en éducation prioritaire, renforcés en éducation prioritaire, par rapport aux collèges hors éducation prioritaire. Là, on a réussi à chiffrer ce fait en regardant les collèges médians. On voit que dans un collège médian hors éducation prioritaire, donc c'est le collège médian, c'est le collège qui sépare au sein des collèges hors éducation prioritaire, il y a des collèges la moitié des collèges qui ont plus de 10 postes pour 100 élèves, et l'autre moitié des collèges qui ont moins de 10 postes pour 100 élèves. Donc le collège médian, on peut résumer le collège médian hors éducation prioritaire, en gros 10 postes pour 100 élèves. On voit que pour le collège en éducation prioritaire, il y a plus de moyens, mais il y a 11 postes pour 100 élèves, et pour les collèges en REP+, le collège médian, lui, dispose de 14 postes pour 100 élèves. Donc on voit qu'en gros, la hiérarchie est respectée. Mais toutefois, quand on regarde plus finement le positionnement de chacun de ces collèges dans la hiérarchie et dans la distribution des collèges en fonction de la dotation des moyens, on voit que cette politique d'éducation prioritaire ne se traduit pas par une surdotation systématique des établissements qui représentent le plus de difficultés sociales. Il y a, comme vient de le dire Clément, des collèges en éducation prioritaire qui se trouvent finalement avec un peu moins de dotation que des collèges hors éducation prioritaire. Et toute la suite de cette étude va être d'arriver à voir d'où viennent ces écarts.
Là, je pense Voilà, donc là, on va passer peut-être à la séance de questions-réponses. Alors, Flavio nous a communiqué une partie des questions qui ont été posées. Donc, on a une première question d'Élodie sur pourquoi avoir choisi de travailler sur le nombre de personnels affectés plutôt que sur les dotations horaires. Alors, principalement à cause de l'accessibilité aux données. C'est-à-dire que la dotation, alors peut-être pour les internautes qui ne sont pas familiers de cette notion de dotation horaire, en fait, chaque collège va recevoir du rectorat une dotation horaire globale, c'est-à-dire un nombre d'heures maximum qui vont être réalisées par les enseignants au sein de l'établissement sur une année. Et évidemment, cette dotation horaire, on aimerait pouvoir l'observer, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que les dotations horaires des collèges ne sont pas une information publique et ne sont pas une information qui est communiquée par le ministère ni par les rectorats. Alors, peut-être aussi pour répondre en parallèle à la question de Gaël sur les sources, quelles sont les sources que nous avons utilisées. En fait, nous sommes partis de deux sources principales. Un premier, la plus grosse source, c'est le fichier des payes de la fonction publique qui renseigne établissement par établissement le nombre d'heures effectuées par le nombre d'heures de travail effectuées par les individus, les rémunérations, les primes, et puis le contenu des tâches qui sont réalisées par les individus. Et puis nous avons aussi utilisé les données en open data que le ministère a mis sur son site, établissement par établissement, et qui renseigne là le nombre de postes. Alors évidemment, nous on s'est intéressé non pas à la dotation horaire des établissements, mais au nombre d'heures réalisées effectivement dans l'établissement sur une année, sachant que, bon, évidemment, la dotation horaire globale peut être différente du nombre d'heures effectuées concrètement dans l'établissement. Et ça, c'est vrai que des données complémentaires pourraient être utilisées dans le futur pour mieux approcher cette dotation horaire. Alors, parmi les questions, on a une question de Nicolas qui demande pourquoi ne pas fonctionner en masse salariale plutôt qu'en emploi. Donc, effectivement, ce point a été abordé brièvement par Clément. C'est qu'effectivement, dans nos sources de données, on a les informations au sein de chaque collège, on a le nombre de personnels affectés dans les collèges, mais on a aussi des informations sur la rémunération, y compris les primes. Après, on aurait pu effectivement regarder les écarts entre collèges en s'intéressant au nombre de postes en emploi, mais également en termes de masse salariale. Mais ce qu'on a vu assez rapidement, c'est que finalement, 90% des écarts, en gros, on voit en regardant le nombre de postes, on explique 90% des écarts qu'on observe en masse salariale. Donc finalement, on gagnerait peu en explication en regardant à la fois la masse salariale et à la fois le nombre d'emplois. Et nous, dans notre étude, on pensait que finalement, étudier le nombre de postes, le nombre de personnels, c'était un peu plus parlant, en tout cas un ratio de nombre de personnels pour 100 élèves, c'était un peu plus parlant qu'un nombre d'euros de masse salariale de rémunération par élève. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, on aurait pu regarder les deux indicateurs, on aurait obtenu les mêmes résultats à 90% près. Alors, je reprends une question de Guillaume sur est-ce que la qualification des personnels est prise en compte. Ça rejoint un petit peu la question que tu évoquais à l'instant. Alors, la qualification des personnels n'est pas prise en compte dans le papier, sauf pour les questions de nombre d'heures travaillées. On a corrigé du statut des enseignants pour prendre en compte la durée hebdomadaire de travail. Mais par contre, on n'a pas essayé de mesurer la qualité du travail qui sont rendus par les personnels. Et l'idée qu'on avait, c'était que finalement, il y a des écarts d'âge, il y a des écarts d'ancienneté et des écarts de qualification et de diplôme entre les personnels, mais ça va encore rajouter, en fait, c'est ça, c'est que ça rajoute encore de l'hétérogénéité en plus à l'intérieur des établissements. Donc finalement, nous, on observe une part de l'hétérogénéité et il en reste encore. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des REP, à l'intérieur des REP+, vous aurez certains collèges où finalement les enseignants sont très très jeunes, sont primo titulaires, et ça rajoutera encore de l'hétérogénéité. Et juste peut-être une précision, c'est quand on s'intéresse au statut, quand on regarde dans les collèges, finalement, les personnels enseignants, ce sont essentiellement des personnels certifiés, des agents certifiés. Si on avait regardé au sein si on s'était intéressé non pas au collège, mais au lycée, là, il y aurait une plus grande hétérogénéité parce qu'on aurait eu à la fois davantage d'agrégés et de certifiés,
Là, finalement, le fait que l'essentiel des personnels SAP, vous voyez l'information sur le graphique, le camembert qui a été présenté un peu plus tôt, le fait que l'essentiel des professeurs soient des personnels certifiés, fait que voilà, ça permet de ne pas prendre en compte la qualification, en tout cas le statut en tant que tel. Alors, il y avait une question aussi sur le périmètre de l'étude, ce qu'il comprend tous les employeurs. Alors, Nicolas l'a évoqué au début, on est bien sur les personnels de l'éducation nationale. On n'est pas, dans le champ de l'étude, on n'a pas étudié les personnels qui sont rémunérés par les collectivités territoriales. Donc, ça va être les personnels qui travaillent pour la restauration, pour l'entretien des bâtiments, qui représentent environ 50 000 postes sur les 290 000 postes dans les collèges publics. Et ceux-là, on ne les a pas étudiés. Par contre, on a toutes les autres catégories d'emplois qui ont trait à l'encadrement et à la pédagogie. On a notamment les assistants d'éducation et les contrats aidés d'assistants d'éducation. Donc, on a vraiment un éventail très, très large de postes. Ensuite, il y avait une question sur y a-t-il une corrélation territoriale, un lien avec les territoires. Alors, c'est ce qu'on verra peut-être dans la deuxième partie, mais je peux vous dire d'ores et déjà qu'en réalité, l'hétérogénéité qu'on observe entre les collèges, elle n'est pas liée à des effets régionaux ou à des effets de type de territoire. En fait, à l'intérieur de chaque type de territoire, on va retrouver une hétérogénéité importante. Donc, c'est plutôt un problème d'organisation à l'intérieur de chaque rectorat. On va reprendre peut-être. On reparlera évidemment de la question des données et de la méthodologie. Donc, on va commencer notre deuxième partie par un focus sur un certain nombre d'académies qui va vous permettre de vous rendre compte peut-être un peu plus concrètement de la manière dont les moyens sont répartis au niveau local. Alors, on commence par les collèges urbains en éducation prioritaire de l'Académie de Lille. Donc, collège urbain, ça veut dire qu'on a exclu les collèges qui sont situés dans des territoires ruraux qui ont des spécificités, on y reviendra un peu plus tard. Donc, là, sur la carte, vous avez pour chaque collège un point la taille du point est proportionnelle au nombre d'élèves du collège. Et si le collège est bleu marine, pardon, excusez-moi, s'il est bleu clair, c'est que le collège fait partie des 20% des établissements les mieux dotés au niveau national. Et s'il est grisé, c'est que sa dotation est intermédiaire, entre les 20% les mieux dotés et les 20% les moins bien dotés. Ce qu'on se rend compte avec cette carte, c'est que finalement, à l'intérieur d'une même académie et même à l'intérieur d'un même territoire, vous pouvez avoir des collèges en éducation prioritaire qui sont bien dotés et qui sont voisins de collèges en éducation prioritaire moyennement dotés. Donc là, ça se voit surtout sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Vous voyez que vous avez des points gris qui sont voisins avec des points bleus. Ça se voit moins sur d'autres agglomérations. Vous voyez par contre que l'agglomération lilloise, qui est au nord-est de l'académie, a très très peu de points grisés. Alors maintenant, si on s'intéresse au collège hors éducation prioritaire urbain de l'Académie de Lille, on se rend compte qu'on a une hétérogénéité très très importante. Là, vous avez à la fois des points bleu clair, donc les 20% qui font partie des 20% les mieux dotés au niveau national, des points grisés et des points bleu marine, c'est-à-dire des collèges qui font partie des 20% les moins dotés au niveau national. Et là, il n'y a pas de configuration territoriale qui se démarque, c'est-à-dire que vous pouvez avoir côte à côte des collèges très très bien dotés, hors éducation prioritaire, et des collèges très peu dotés. C'est le cas notamment dans l'agglomération de Valenciennes. Alors, je ne sais pas si vous voyez apparaître le curseur, mais il y a une agglomération à l'est du département du Nord qui concentre des points à la fois bleu marine et bleu clair, et vous voyez que finalement, au niveau local, on a une hétérogénéité importante, et ça veut dire aussi, si on fait le lien entre les deux cartes que je viens de vous présenter, on a des collèges, on a un nombre important de collèges hors éducation prioritaire de l'Académie de Lille qui sont mieux dotés que des collèges éducation prioritaire. Alors maintenant, intéressons-nous aux collèges ruraux, puisque traditionnellement, dans le débat public, on a tendance à entendre que les territoires ruraux font l'objet d'une politique spécifique qui est liée au besoin d'avoir des moyens supplémentaires pour que chacun puisse accéder à un service public local. Finalement, on se rend compte qu'au sein des territoires ruraux, on observe la même hétérogénéité dans la dotation des collèges. Vous voyez, ça c'est la carte que je vous présente là, c'est l'Académie de Nantes. Les collèges ruraux de l'Académie de Nantes sont pour un tiers très peu dotés,
pour un tiers moyennement doté et pour un tiers très bien doté. Donc il n'y a pas de politique systématique en direction des territoires ruraux. Finalement, les seuls territoires ruraux qui sont systématiquement surdotés, c'est les territoires très ruraux comme l'Ariège, la Creuse et les départements de montagne. Et enfin, une dernière carte sur l'Académie de Toulouse pour mettre en évidence un fait intéressant qui est que l'hétérogénéité entre les collèges hors éducation prioritaire, elle est maximale dans les grandes métropoles en règle générale. Et donc là, vous avez l'exemple de Toulouse ici, où vous voyez qu'on a 4 collèges en bleu clair et 6 collèges en bleu marine. Donc c'est-à-dire que vous avez un nombre important de collèges à la fois surdotés et sous-dotés au sein de cette agglomération. Et cette hétérogénéité-là, on la retrouve quand même moins souvent dans des villes moyennes ou dans des villes plus petites. Comme vient de le montrer Clément, donc même au sein d'une agglomération, on se retrouve finalement avec des collèges qui sont très voisins et pour autant, leurs dotations peuvent être très différentes. Donc là, dans cette partie de la présentation et dans cette étude, on a essayé de mettre en avant les éléments d'explication, comment arriver à expliquer que finalement des collèges arrivent, notamment des collèges très voisins, ont des dotations, donc un nombre de personnel pour 100 élèves très différents. Donc pour ce faire, on a fait une analyse qui essaie de tenir compte de l'ensemble en tout cas de beaucoup de caractéristiques des établissements. Donc pour cela, on a réussi à avoir de l'information sur les établissements et cela pour 5 dimensions. Tout d'abord, on a pu savoir si le collège appartenait à un réseau d'éducation prioritaire ou non. On a vu que ce n'était pas systématiquement une surdotation pour les établissements en éducation prioritaire renforcée, mais on voit que ça a un effet finalement sur les dotations. On a également pu avoir des informations sur les difficultés scolaires et sociales, donc soit mesurées par la proportion d'élèves en retard en troisième, par le taux de réussite au brevet, l'origine sociale et la proximité d'un quartier de la politique de la ville. Tout ça pour savoir que finalement les collèges sont classés en éducation prioritaire en 3 classes. Hors éducation prioritaire et éducation prioritaire renforcée. Mais ce qu'on a essayé de mesurer, c'est même des collèges qui sont classés en éducation prioritaire renforcée peuvent avoir, même au sein de ces collèges en éducation prioritaire renforcée, plus ou moins de difficultés scolaires. Et c'est ce qu'on va essayer d'appréhender avec ces caractéristiques. Troisième caractéristique, finalement, on s'est intéressé aux caractéristiques du territoire, à savoir quelle était l'académie, est-ce que le collège est situé dans une commune rurale ou non, est-ce que un collège public est proche d'un collège privé ou non, parce qu'on pensait que ça pouvait aussi expliquer une partie des écarts de dotation entre collèges. On a des informations sur la structure de l'établissement, à savoir le nombre d'élèves qui sont scolarisés dans le collège et son évolution depuis 2012 à 2015. Donc là, on a à la fois un effet taille, finalement, le nombre de collégiens qui sont scolarisés dans un établissement, mais en plus, on va étudier son évolution. Donc, on va pouvoir mettre en avant ou non un phénomène d'inertie. En plus de cette structure de l'établissement, on a pu regarder s'il y avait une dissymétrie du nombre d'élèves entre niveaux, à savoir est-ce que localement, il y a pu avoir une bosse davantage de collégiens une année scolarisés, et que cette bosse se poursuivrait et se transmettrait au sein des niveaux 6e, 5e, 4e, 3e. Et enfin, l'appartenance à une cité scolaire, lorsque les établissements sont à la fois un collège et un lycée, ou un collège et une école. Et enfin, 5e dimension, c'est qu'on a dit auparavant, dans les collèges, donc il y a le phénomène de collège unique, qui fait que les collèges sont finalement assez comparables entre eux, notamment au niveau de l'offre de formation et de l'accueil proposé. Mais néanmoins, il existe des différences. Certains collèges ont des sections SECPAL, donc c'est les sections d'enseignement général et professionnel adaptées. Dans certains collèges, il y a des internats. Dans d'autres collèges, il y a des classes européennes et des classes bilingues. Donc ça, avec les données qu'on a pu collecter, on a pu tenir compte finalement de la différence d'offres de formation qu'il y avait dans chaque collège. Donc voilà les 5 dimensions qu'on a pu étudier. Donc si on s'intéresse aux principaux résultats, donc tout d'abord, on pouvait se dire, la question qu'on pouvait se poser initialement, c'est qu'avec toutes les caractéristiques des collèges que je viens de lister, finalement, est-ce qu'on arrive à bien expliquer ou non les écarts de dotation qu'on observe entre collèges? Finalement, on rend compte de 60% des écarts de nombre d'enseignants par élève pour les enseignants, 50% pour les personnels encadrants et 40% pour les personnels d'assistants d'éducation. Tout ça pour dire que on a
pris en compte beaucoup de caractéristiques des établissements, mais malgré la prise en compte de ces caractéristiques, il y a une grande part des écarts de dotation, donc de nombre de personnel par élève entre collèges, qu'on n'explique pas. Initialement, on ne s'attendait pas non plus à expliquer 90 ou 100% des écarts entre collèges, parce qu'on sait que les caractéristiques, finalement, on met en relation les caractéristiques objectives, finalement, des collèges avec les dotations. Donc, on regarde a posteriori comment sont dotés les collèges et on met en relation cette dotation avec les caractéristiques. Mais on sait que la dotation, finalement, c'est un processus en plusieurs étapes. Et à chaque instant de ce processus, il y a des informations locales dont on ne dispose pas, ou voilà, des décisions qui sont prises en compte. Ça, c'est le premier constat, c'est que finalement, on arrive à estimer entre 40 et 60% des écarts de dotation entre collèges, mais qu'il y a une grande part qui n'est pas expliquée par les variables qu'on a prises en compte. Le deuxième principal résultat qu'on peut mettre en évidence, c'est que, comme on pouvait s'en douter, l'offre scolaire, elle varie peu d'un collège à un autre, mais même quand on en tient compte de cette offre scolaire, on voit que ça explique peu les écarts entre collèges, les dotations entre collèges. Également, une autre variable qui finalement a assez peu d'effet sur les écarts de dotation entre collèges, c'est les difficultés scolaires. Comme je disais, on voulait voir si à l'intérieur, par exemple, des collèges en éducation prioritaire renforcée, finalement, est-ce que certains paraissaient mieux dotés parce qu'ils avaient davantage de difficultés scolaires que d'autres collèges en éducation prioritaire renforcée. Ce qu'on voit de notre analyse, c'est que finalement, ce n'est pas le cas, ça joue peu. Par exemple, les collèges hors éducation prioritaire, qui sont surdotés, ne sont pas ceux qui ont les plus grandes difficultés parmi les collèges hors éducation prioritaire. Idem pour les collèges en éducation prioritaire qui apparaîtraient sous-dotés, ce ne sont pas ceux qui ont le moins de difficultés scolaires parmi les collèges en éducation prioritaire. Donc là, ce sont les variables qu'on peut finalement exclure de l'analyse, ou en tout cas, c'est celles qui ont peu de poids, qui expliquent peu les écarts de dotation entre collèges. Les variables, les caractéristiques finalement qui importent et qui expliquent beaucoup les écarts de dotation entre collèges, ce sont finalement le nombre de collégiens, donc finalement un effet taille du collège, et aussi des phénomènes d'inertie. Pour ce qui est de l'effet taille du collège, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que quand on compare un établissement qui scolarise entre 500 et 600 collégiens, donc ça c'est à peu près un collège qui est un peu plus grand qu'un collège de taille moyenne. Quand on compare ce collège avec un collège qui apparaît de taille bien plus réduite, qui aurait entre 100 à 200 élèves, on voit qu'il y a un écart de 1,5 enseignants pour 100 élèves. Donc, ce qu'on met en avant, c'est que finalement, plus un établissement est grand, moins il y a d'enseignants pour 100 élèves. Et donc ça, c'est un fait, on peut faire l'hypothèse qu'il y a un effet taille, un effet d'échelle, mais ce qui est le plus important, c'est finalement l'ampleur de cet écart. On voit que cet écart entre collège qui serait un collège de taille moyenne comparé à un petit collège, on voit que cet écart est finalement de même ampleur que l'écart qu'on observe entre un collège en éducation prioritaire renforcée avec un collège hors éducation prioritaire. Donc finalement, cet effet taille est de même ampleur que l'effet de la politique d'éducation prioritaire qui est mise en place justement pour tenir compte des difficultés scolaires. Donc ça, c'est le premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est sur l'inertie. Donc comme je vous ai dit, on a pu voir l'effet de l'évolution du nombre d'élèves entre 2012 et 2015. Ce qu'on voit, c'est que finalement, lorsque le nombre d'élèves diminue dans un collège, le nombre de personnel ne diminue pas aussi rapidement. Et cet effet se voit aussi dans le phénomène inverse. Quand le nombre d'élèves augmente dans un collège, il n'y a pas une adéquation aussi rapide, il n'y a pas une évolution aussi rapide du nombre de personnel dans ce collège. Ce qui fait que finalement, ce décalage dans le temps entre l'évolution du nombre d'élèves et l'évolution du nombre de personnel explique aussi une grande part de l'écart qu'on observe de dotation entre les collèges. Donc cet effet d'inertie, on peut le voir entre 2012 et 2015, et on a pu le mettre aussi en évidence en 2014 lors de la réforme de l'éducation prioritaire renforcée. Donc là, si on s'intéresse au graphique, tout d'abord au graphique de droite, on va s'intéresser aux collèges qui, avec la réforme d'éducation prioritaire, sont passés d'éducation prioritaire à éducation prioritaire renforcée, ou qui sont passés d'éducation prioritaire renforcée à éducation prioritaire. Là, ce qu'on voit finalement, c'est quand on regarde les courbes en pointillé, donc en noir tout d'abord en haut, donc ce sont les collèges qui étaient en éducation prioritaire renforcée tout au long
donc avant la réforme et après la réforme, on voit que leurs moyens ont augmenté. Les collèges qui étaient en éducation prioritaire, avant et après la réforme, c'est la courbe en pointillé en bleu clair, on voit que leurs moyens ont peu évolué entre 2014 et 2015. Quand on s'intéresse aux collèges qui ont changé de catégorie, donc on voit, donc ce sont les courbes en plein, on voit que les collèges qui étaient en éducation prioritaire et qui sont passés en éducation prioritaire renforcée, donc c'est la courbe en noir, eux ont vu leurs moyens augmenter. Et dans le même temps, les collèges qui étaient en éducation prioritaire renforcée et qui sont passés en éducation prioritaire, eux, la courbe en bleu, plein, ont vu leurs moyens, leur dotation diminuer. Ça, c'est le premier constat. Donc, on voit qu'il y a une adéquation, finalement, entre les collèges qui étaient en éducation prioritaire renforcée et en éducation prioritaire. Si on regarde maintenant le graphique de gauche, et c'est le même graphique, on va s'intéresser seulement aux courbes en plein. Donc, quand on regarde la courbe en bleu plein, ce sont les collèges qui finalement étaient hors éducation prioritaire et qui, grâce à la réforme, sont passés en éducation prioritaire. On voit que ces collèges, finalement, ont reçu une dotation supplémentaire de moyens. À la fin, ils ont 7,5 postes d'enseignants pour 100 élèves, ce qui fait qu'ils ont même davantage de postes d'enseignants par élève que les collèges qui étaient auparavant en éducation prioritaire. Mais ce qu'on voit surtout, c'est cette courbe verte en plein. Donc, ce sont les collèges qui étaient hors éducation prioritaire avant la réforme et qui sont sortis. Donc, qui étaient en éducation prioritaire avant la réforme et qui sont désormais hors éducation prioritaire. Et là, ce qu'on voit, c'est que finalement, les moyens de ces collèges n'ont pas diminué. Là, ça illustre finalement un phénomène d'inertie. Avec la réforme, normalement, il y aurait dû avoir une réallocation de l'ensemble des personnels entre collèges en éducation prioritaire renforcée, en éducation prioritaire et hors éducation prioritaire. Et on voit que pour les collèges qui étaient en éducation prioritaire et qui sont sortis du dispositif, finalement, les moyens n'ont pas été revus à la baisse. Donc ça, c'est une illustration du phénomène d'inertie qui peut expliquer une partie des écarts entre collèges. Voilà, et nous allons terminer rapidement sur un certain nombre de pistes de réflexion que nous avons développées dans la note pour essayer d'améliorer le processus de répartition des moyens. Alors tout d'abord, on avait évoqué la piste d'une révision régulière de l'affectation des élèves. Aujourd'hui, le territoire national est sectorisé, c'est-à-dire que chaque territoire est rattaché à un collège public et ensuite l'éducation nationale peut accorder un certain nombre de dérogations. Ce qu'on dit, c'est que de manière régulière, par exemple tous les 4 ans, on pourrait revoir la sectorisation des collèges pour essayer d'éliminer les cas flagrants de surdotation et de sous-dotation, hein, comme dans l'hypothèse où un territoire aurait vu sa population baisser fortement ou augmenter fortement. Et puis, chaque année, on pourrait essayer d'améliorer le processus de dérogation qui soit accordé et puis essayer de rendre ça peut-être un peu plus transparent avec des données publiques et des critères qui soient un peu plus précis. La deuxième piste évoquée, c'était réévaluer la typologie des établissements. Donc, depuis la loi de 2013, la cartographie des REP, c'est-à-dire la labellisation du collège en REP, REP+, ou hors éducation non prioritaire, cette labellisation, elle doit être revue tous les 4 ans. Et donc, on pourrait aussi imaginer un système où, voilà, tous les 4 ans, on se réengage sur un budget pluriannuel des établissements et on vérifie bien qu'il y ait une surdotation ou une sous-dotation. On avait aussi proposé de clarifier le modèle des REP. Je ne vais pas détailler cette piste de réforme, mais on a vu tout à l'heure que la catégorie des REP était la catégorie la plus hétérogène, avec beaucoup de REP qui étaient moyennement dotés. Donc il y a une réflexion spécifique à mener sur ces types d'établissements. Oui, on avait aussi une mesure qui nous tenait à cœur, c'était le définir un référentiel d'affectation des assistants d'éducation. Alors pourquoi elle nous tenait à cœur? Parce que dans le débat public aujourd'hui, on se focalise beaucoup sur la répartition des enseignants, mais finalement, il reste encore un nombre important de postes qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont présents au sein du collège, 15%. Et voilà, 15% notamment d'assistants d'éducation. Et on l'a vu tout à l'heure, Nicolas l'a évoqué, les assistants d'éducation, leur présence est très très hétérogène d'un établissement à l'autre. Alors on pourrait imaginer par exemple, comme sur le modèle de la dotation horaire globale, avoir un système, un référentiel national d'affectation des assistants d'éducation dans les établissements, chose qui n'existe pas aujourd'hui. Et enfin, on avait une proposition sur l'encadrement de l'allocation entre établissements. On peut garder le système actuel où la dotation est déterminée au niveau du rectorat, mais on pourrait éventuellement aller vers un système de plafond et de plancher pour l'éducation prioritaire,
pour éviter pour obtenir un résultat plus systématique de dotation des REP et des REP+. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la deuxième phase de questions. Alors, il y avait quelques questions. Donc, tout d'abord, celle de Gaël qui nous demande, avez-vous tenté de croiser avec des données contextuelles, taille de l'établissement socio-économique? Et on va couper cette question avec celle de Pascal, où avez-vous pris en compte le turnover des équipes éducatives? C'est plus important en éducation. Donc, il y a cette question sur les variables qui ont été prises en compte. Donc, effectivement, on a pris en compte, pour nous, les données contextuelles, la taille de l'établissement a été prise en compte. Les variables socio-économiques, on l'a pris en compte pour nous en regardant la part d'élèves avec des difficultés sociales dans le modèle. Donc ça, on l'a pris en compte. Pour ce qui est du turnover des équipes éducatives, ça, par contre, ça, on n'avait pas d'informations sur cette dimension. Donc là, on ne l'a pas pris en compte, mais effectivement... Je vais peut-être avoir un complément sur cette question du turnover qui est évoquée par Pascal. Ouais. Alors, on ne l'a pas pris en compte, mais on s'est quand même dit que finalement, la question du turnover était liée aux questions d'inertie et de réaffectation des moyens, notamment le fait que les collèges qui ont perdu le label REP+, et vu leur nombre de postes diminuer fortement, c'est peut-être aussi lié au turnover. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enseignants qui veulent partir de ces établissements. Donc, quand on veut réduire le nombre de postes dans ces établissements-là, ben, c'est plus facile. Donc, c'est sûr que pour des travaux futurs, on aimerait bien avoir des notions sur l'attractivité des collèges, le turnover. Et pour l'instant, c'est impossible parce qu'on ne peut pas suivre les enseignants au cours du temps dans nos bases de données. Ah oui, alors Nicolas qui nous demandait, il semble tout de même clair sur vos cartes que les collèges ayant le moins d'élèves sont souvent dans les 20% les plus dotés, non? Alors oui, tout à fait. Ça se voit très très bien avec la carte, c'est-à-dire que les points qui sont plus petits ont une probabilité plus importante d'être surdotés par rapport aux points qui sont les plus gros. Et ça, c'est un résultat qu'on voit à l'œil nu et qu'on voit aussi dans les statistiques. Donc, vous avez bien compris le mécanisme. Par contre, il reste quand même de l'hétérogénéité dans tous les collèges. C'est-à-dire que vous pouvez quand même avoir un nombre important de collèges de taille importante qui sont surdotés. Donc tous les cas sont possibles, mais vous avez raison, en moyenne, l'effet taille, et on l'a évoqué tout à l'heure, l'effet taille est important. Alors Nicolas avait aussi une deuxième question, c'était est-ce que finalement il ne fallait pas affecter les enseignants sur un réseau de 3 ou 4 collèges et pas sur un seul collège? Alors ça relie aussi la question du turnover. C'est sûr que le constat, enfin la note fait plusieurs constats, mais le constat général, c'est qu'il y a un certain nombre de rigidités dans l'affectation, dans l'affectation des élèves et des enseignants, et l'affectation sur un collège fait partie de ces rigidités-là. Et c'est une des pistes de réflexion sur lesquelles on peut éventuellement réfléchir, donc d'avoir une affectation sur plusieurs collèges, quitte par exemple à avoir une affectation sur une année sur un collège, mais qu'à chaque rentrée, on puisse être réaffecté dans son pool de collège. Et une dernière question, les dotations en AED obéissent à des barèmes nationaux ou académiques. Alors les AED, c'est les assistants d'éducation. Là, finalement, sur les assistants d'éducation, les recteurs ont une marge de manœuvre importante. Et puis, historiquement, ils pouvaient aussi être amenés à réaliser un plus ou moins grand nombre de contrats aidés, ce qui n'est plus permis depuis la rentrée 2017, ou en tout cas moins permis. En tout cas, la dotation en AED, pour le coup, la décision est vraiment au niveau local et très peu encadrée au niveau national. Voilà, donc juste pour terminer, vous pouvez retrouver sur le site de France Stratégie un certain nombre de données complémentaires qui permettront de continuer les débats sur ces questions. Donc la note d'analyse, qui est accompagnée d'une analyse statistique pour pouvoir reproduire les graphes et retrouver l'information. Et puis un certain nombre de données collège par collège, donc sous forme de fichiers Excel où vous pouvez retrouver pour chaque collège le nombre de postes pour 100 élèves, le nombre d'enseignants et d'assistants d'éducation pour 100 élèves, et puis le nombre moyen d'élèves par classe. Donc ces données, elles sont disponibles sous forme de tableur, mais on l'a mis en forme aussi sous un atlas géographique par territoire, qui sera mis en ligne sur le site de France Stratégie demain, et où vous pourrez retrouver les cartes que nous avons présentées sur Lille, Nantes et Toulouse pour toutes les académies de France métropolitaine et aussi pour les DOM. Voilà, donc merci à vous. Et bonne journée.
Et à bientôt. À bientôt, nous le